Voilà quel pourrait être le classement de Ligue 1 cette saison dans un univers statistique parfait. Vous voulez savoir pourquoi? Ça tombe bien, c'est ce que nous allons voir ensemble au fil de cette vidéo qui va revenir sur les performances des équipes de notre bonne vieille Ligue des Talents sur ce début de saison. Et nous allons commencer par les performances offensives. Alors pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, vous savez comment marche le graphique, je vais le réexpliquer rapidement et simplement. Nous avons deux axes, un horizontal avec une donnée, ici le ratio d'occasions offensives par équipe, et une verticale, ici le nombre de buts marqués par équipe. Ainsi, une équipe présente dans le carré jaune en bas à droite se crée beaucoup d'occasions, mais marque peu de buts, moins que la moyenne en Ligue 1 cette saison. Et une équipe dans le carré vert en haut à droite se procure moins d'occasions, mais marque plus de buts que la moyenne. Le carré bleu représente donc l'alliage des deux, plus d'occasions et plus de buts que la moyenne, et le carré rouge, moins d'occasions et moins de buts. À partir de ça, on voit ici les équipes qui sous-performent offensivement. Cela signifie qu'elles marquent moins de buts que ce que ces occasions sont censées permettre. On peut expliquer cela par un manque de réalisme des attaquants, le plus souvent, ou bien par des gardiens adverses qui ont réalisé des très grandes performances face à eux. Ici, c'est l'inverse. Des équipes en surperformance offensive, donc qui ont soit marqué des buts très complexes, soit eu des gardiens faibles en face. Et c'est très cohérent. Quand on regarde Reims, par exemple, et qu'on réfléchit aux buts marqués par certains joueurs ou les buts hors de la surface, on a Monaco qui est tout en haut, qui est en très grande forme offensivement dans ce début de saison. Dans l'idée générale, il faut savoir qu'il vaut mieux sous-performer que surperformer, car sur le long terme, il est plus simple de devoir corriger sa finition, mais de déjà savoir se créer beaucoup d'occasions, que de toujours compter sur des exploits individuels de nos joueurs ou des bourdes des gardiens adverses. L'un dépend d'une force plus collective et l'autre d'une force plus individuelle. On passe à présent sur l'aspect construction du jeu. Donc pour ça, j'ai utilisé un visuel de Opta Analyst qui est très intéressant. L'axe vertical nous montre les mètres gagnés par seconde vers le but adverse en moyenne, et l'axe horizontal les passe par séquence de jeu en moyenne. Donc en sachant qu'une séquence de jeu s'arrête à une perte de balle ou une frappe par exemple. Comme vous pouvez le constater, nous avons sur cette partie-là des équipes appliquant un tempo plutôt lent, avec le PSG dans le paroxysme de l'idée, et sur ce côté-ci, à l'inverse, des jeux plus directs. Ça corrobore très bien avec l'impression visuelle qu'on a. D'ailleurs, l'année dernière, Marseille était évidemment beaucoup plus à droite, mais Marcelino pratiqua un autre style de football. Au niveau du contrôle dans la possession, plus une équipe se trouve proche du carré jaune en bas à droite, plus elle a une possession basse, c'est-à-dire avec peu de touches dans les 30 derniers mètres par rapport au total. A l'inverse, une équipe se trouvant dans le carré vert a moins de possession que la moyenne, mais sa possession est en général plus haute, comme pour Lyon et pour Lens. On constate encore une fois le contrôle imposé par le PSG, mais également les Lillois, qui sont sur la continuité de la saison dernière, le style Fonseca, tandis que des équipes comme Nantes, Strasbourg, Metz et Lorient sont plus timides à ce niveau-là. Après, c'est aussi une question de style de jeu. Pour ce qui concerne l'aspect défensif, donc avant de s'intéresser à la performance défensive pure, je voulais faire un point sur le pressing. Plus tu es proche de la zone verte en haut à gauche, plus tu fais du contre-pressing, mais qui est peu efficace. Plus tu es proche de celle en bas à droite, moins tu fais du contre-pressing, mais quand tu l'appliques, ça fonctionne. Je me permets aussi de préciser qu'il est comptabilisé comme contre-pressing, une action défensive dans les 6 secondes d'une perte de balle dans le camp adverse. On a une belle surprise du côté de Reims, une vraie belle équipe bien coachée. Il y a Paris également, on a pu le voir sur ce début de saison, c'est peut-être la plus grosse évolution avec la saison précédente, le pressing, l'intensité défensive. Évolution aussi, mais dans le négatif pour Lens, qui n'y arrive plus du tout dans le registre par exemple. Alors c'est bien de presser le porteur, mais qu'en est-il de l'efficacité pure? Ici, attention, les carrés sont inversés, donc le mauvais coin est en bas à droite. Ici se trouvent les équipes qui concèdent beaucoup et qui encaissent beaucoup aussi. Plus l'équipe est proche du carré vert en haut à droite, comme Strasbourg et Montpellier, plus l'équipe encaisse plus que ce qu'elle ne devrait. Cela peut venir du gardien en sous-performance ou d'attaquants adverses en très grande forme lors des affrontements. Pour Lorient par exemple, c'est l'inverse. Ils sont en surperformance défensive et ont peut-être eu de la chance d'affronter des attaquants en méforme de finition ou alors des moments où le gardien a été très efficace. Attention, parce que par la suite, c'est difficile de maintenir une surperformance défensive sur une saison entière. C'est pas impossible, mais c'est difficile. D'autant plus que Lorient l'a déjà fait l'année précédente. Ils étaient en surperformance défensive. Donc 2 ans de suite, c'est pas donné à tout le monde. Nice est très solide en revanche, ça concède peu et ça encaisse peu, du beau travail. Pour résumer et mieux appréhender le classement du début, voici donc un visuel avec le total des occasions offensives que les équipes ont eues et de celles qu'elles ont concédées. Le carré en haut à gauche représente les équipes les plus en forme sur la base collective, dans le sens strict où elles concèdent peu et elles se procurent beaucoup d'occasions. En revanche, le reste dépend aussi des qualités individuelles, de finition ou même des performances du gardien. C'est bien d'avoir des occasions, mais bon, si tu les mets pas au fond, c'est très inquiétant pour Nantes. Lyon, c'est pas terrible non plus.
sont pas si mal au niveau des occasions offensives, mais bon, la finition ne suit pas. Voilà donc, après toutes ces explications, à droite, ce qui devrait être le classement de Ligue 1 dans un monde parfait, un monde statistique où les attaquants marquent leurs occasions, où les gardiens ont tous un niveau correct, où on s'éloigne le plus possible des performances strictement individuelles. À gauche, du coup, c'est le classement officiel de la saison. On constate donc que Reims surperforme. C'est pas nécessairement surprenant quand on voit les buts de Teddy Teuma. Il est en feu, il marque des buts hors surface, ce qui fait que Reims n'a pas besoin nécessairement de se créer beaucoup d'occasions de but, d'occasions nettes. On a Montpellier par exemple qui sous-performe. Quand on regarde en détail, c'est plus défensif. Voilà, globalement, ce genre de classement est très utile car il permet de mettre en avant les équipes qui ont fait un travail encourageant, mais qui ne payent pas encore, et aussi de dire à certaines équipes « Attention les gars, vous êtes un peu en sur-régime, ça durera peut-être pas toute la saison. » Voilà l'équipe, on arrive à la fin de cette vidéo, qui j'espère aura été instructive. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like pour m'encourager, de me suivre, voilà, si vous voulez pas rater d'autres vidéos. Et puis je vous dis à bientôt.